Hello les Tata, merci de votre fidélité. Elle revendique haut et fort sa liberté, une liberté totale, conquise au fil du temps et qu'elle ne renierait pour rien au monde. Hyperactive par peur de l'ennui, mais aussi par curiosité, elle est aujourd'hui une femme d'affaires aguerrie aux Antilles, en Guyane et en Afrique, mais pas seulement. Sa vie est tellement riche qu'elle l'a racontée dans une autobiographie à succès, Le clair et l'obscur. Sa vie, elle la kiffe au point de la chanter aussi. Bonsoir Paul-Élise Aglaé. Bonsoir Jean-Marc, merci de l'invitation. Ravi de te recevoir, ravi de recevoir la première femme d'affaires noire de France, couronnée en 2005 par une association européenne de femmes noires basée à Londres. Oui. Félicitations. Merci. C'est vrai même si ça remonte à plus de 20 ans aujourd'hui. Merci, ça remonte quand même à une vingtaine d'années, c'est vrai. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Maintenant, c'est vrai que c'est l'avenir, c'est le présent, c'est ce qui compte. Alors, le grand public te connaît depuis cette autobiographie dont je parlais, Le clair et l'obscur, itinéraire de la première femme d'affaires noire de France, que tu as écrit, c'était l'an dernier ? L'an dernier, oui. C'est ça. Est-ce que c'est un ouvrage qui a changé quelque chose dans ta vie déjà très animée ? Alors, est-ce que ça a changé quelque chose ? Bon, c'est encore beaucoup d'activités et forcément, c'est de l'activité qui s'est rajoutée à ce qu'il y avait déjà. Mais sinon, rien de tout ça ne change ma vision ni ma façon de penser. Donc, voilà. Et après le livre, un an après, il y a eu une chanson dont le clip vient tout juste de sortir. Je kiffe my life. Oui, c'est ça. Tu as eu besoin aussi d'exprimer cette vie que tu adores à travers la chanson. Alors, c'est ce qui me restait à faire, je vais dire, parce que, encore, c'est vite dit, parce que j'ai encore des choses à faire, mais ce que je veux dire par là, c'est que la musique, la chanson m'a toujours passionnée. C'est ce que je voulais faire quand j'étais gamine. Donc, c'est pas sorti de mon chapeau un jour où je me suis dit, tiens, je vais chanter. Non, pas du tout. C'est vrai que c'était en moi. La musique, j'ai toujours voulu la chanter. Et c'est vrai que ce qui a changé, effectivement, c'est que quand j'ai sorti le livre, que je me suis retrouvée face à des personnes et que je les motivais pour créer, pour exercer ce qu'ils voudraient faire de leur vie, c'est vrai, je me suis dit, mais en fait, tu dis aux gens d'oser, mais ce que tu veux faire et que tu as toujours voulu faire, tu ne l'as toujours pas fait. Et c'est vrai que c'est un challenge que je me suis lancé à moi-même en me disant, bouge-toi, oui. Fais-le, tu n'as rien à perdre. Et voilà, au moins, je n'aurai pas de regrets. C'est surtout ce que je dis, et de faire ce qu'on dit. Alors, on va découvrir ce parcours effectivement très, très riche. On va commencer par découvrir qui est Paul-Élise Aglaé, c'est Ki Mounouye. Alors, au-delà d'être une femme libre, et qui le revendique, lapsus révélateur, au-delà d'être une femme hyperactive et curieuse, quels sont tes autres traits de caractère ? Déterminée, vraiment beaucoup de pugnacité, de volonté, et jusqu'au boutiste aussi. Donc, il y a effectivement beaucoup de traits de caractère qui peu, je ne vais pas dire excessif, mais je suis j'aime un peu tout ce que je fais et passionnée. Voilà. Alors, on n'a pas de photos de toi bébé, mais par contre, on a des photos de toi à différents âges de l'enfance et de l'adolescence. On va commencer par celle-ci. Ah, tes petits yeux espiègles. Et de jolis créoles. Oui. Donc, je devais avoir 5 ans, je crois, à ce moment-là. Bon, je n'ai pas trop changé, je crois. La petite bouche. Les premiers souvenirs que tu as de cette enfance, elle se passe où d'ailleurs ton enfance ? Mon enfance, je l'ai passée à Sainte-Luce, une belle enfance, avec on dirait une fratrie de 5, la dernière, et mes parents, donc une famille unie, mon père qui n'est plus là, qui nous a inculqué beaucoup de valeurs, de bien vivre, de bien-être, vraiment de respect, etc. Et de liberté aussi, parce que j'étais déjà très jeune, j'étais déjà assez libre. Ouais. Mes parents travaillaient, donc c'est vrai qu'ils ne pouvaient pas trop me tenir. Donc, et quand ils en ont eu l'occasion, j'arrivais à esquiver leur poigne, on va dire. Là, tu as 5 ans à peu près. Oui. Sur la photo suivante, 7 ans. Oui.
Ah ben, voilà. On devine bien les origines indiennes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, on a ce mélange, parce que mes grands-parents, du côté de ma mère, sont indiens. Et du côté de mon père, c'est mon grand-père Béké et ma grand-mère qui étaient noirs. Donc, c'est ce mélange. On est tous sortis un peu différents quand même dans la famille. Comme on dit, Chabin, Zever. On est tous différents. Le métissage. Un métissage, ouais. La jeune fille grandit 2 ans après, Oui. 57 ans, 9 ans. Oui. Oui, ça c'est à la mer, là, je crois que j'étais à Barbade. On là. a pas mal de photos de toi à la mer d'ailleurs. Ben, même pas quand on a je grandi à passais Sainte-Luce. beaucoup de temps à la mer. C'était à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'activités, il faut dire. Et bon, habitant Sainte-Luce, je partais tous les jours. Je quittais le bourg pour aller à Gros-Raisin, toute seule, hein, sans chaussures, en maillot. À l'époque, il n'y avait pas de violence ni de crainte de quoi que ce soit, donc c'était très libre. J'ai commencé à nager très vite. Mon père me lâchait dans l'eau pour que je puisse me débrouiller, me dépatouiller dans la mer. Donc, j'ai passé, et jusqu'à maintenant, la mer, c'est essentiel pour moi. Voilà. Vraiment. Tu parlais tout à l'heure de la famille, mais on va la retrouver, la famille justement sur cette photo, la famille au complet. Oui, la famille au complet. Francine, donc l'aînée qui n'est plus. Malheureusement disparue. Qui est décédée il y a 4 ans maintenant. Régine, mon autre sœur, mon frère Jacques qui est accroupi, moi la petite au milieu, mon frère Félix et mes parents, donc Paul et Paulette. La famille, donc famille unie, tu le disais, au niveau de l'éducation. Oui, l'éducation, moi je retiens une éducation quand même relativement souple. Mes parents n'étaient pas sévères. Je n'ai pas connu du tout ma mère sévère. Mon père, il essayait, comme je dis, mais bon, j'avais déjà du caractère, donc même quand on me disait non, je faisais quand même. Donc voilà. Mais bon, on a bien vécu. J'étais à une époque plutôt avec Francine quand j'ai grandi. Enfin, les premières années, c'était plutôt avec mon frère Félix, puisqu'on a 3 ans d'écart. Et puis par la suite, c'était beaucoup avec Francine, qui m'a aussi élevée, comme mes parents étaient très occupés. C'est ce qui est pratique quand on est la plus petite. On se fait amener, comme par exemple sur cette photo où on était... tu étais avec tes sœurs. Voilà, mes sœurs et ma mère. Donc voilà, c'est... belle époque. Alors, la scolarité, ici, c'est le lycée de Bellevue. Je suppose que tu as commencé par l'école primaire ou élémentaire à Sainte-Luce. J'ai fait l'école primaire à Sainte-Luce. Ensuite, j'étais au collège à Rivière-Pilote, parce que les meilleurs, je faisais quand même partie des meilleurs, étaient allés à Rivière-Pilote. C'était comme ça, de Sainte-Luce, on allait à Rivière-Pilote. Et ensuite, j'ai fait le collège au lycée de Bellevue. Oui. On va voir la photo du lycée de Bellevue, voilà. Voilà, donc on était en seconde. Alors là, je crois que tu es assis sur la dernière marche, c'est ça? Il me semble bien. Non, je suis en haut là, avec jeune homme là. C'est ça, assise. Voilà, assise, en haut des marches. Donc voilà, on reconnaît certaines personnes. Mais c'était jusqu'au collège. Et ensuite, je suis partie à la MEP en terminale. En première et en terminale que j'ai faite à la MEP, puisque on voulait me faire redoubler. Et comme je ne voulais pas redoubler, donc j'ai dit je ne vais plus à l'école. Oui. Donc il a fallu finalement ça s'est très bien passé. On va découvrir une pin-up, un mannequin avant l'heure, parce que tu as fait des défilés de mode. Oui, mais c'est-à-dire que dès l'âge de 13 ans, j'étais déjà grande pour l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes filles sont déjà formées, mais à notre époque, c'était pas du tout ça. Il faut dire que tu es très mince aussi. Voilà, j'ai toujours essayé de me maintenir, on va dire. Mais voilà, donc c'était très jeune, là, j'avais 14 ans, pas plus que ça. À la plage encore, toujours. Et puis avec les copines, alors les copines de BTS, je crois, mais qui sont aussi pour la plupart tes amis aujourd'hui. Oui, on se côtoie toujours. On a un groupe, je sors du groupe parce que j'ai pas le temps d'échanger des messages toute la journée, mais on est toujours en contact. Ouais. On s'amusait bien à cette époque. On a même fait des défilés de mode. Un défilé de mode aussi, ça a été les premiers défilés de mode. Au collège, quand on était on va reparler de défilé de mode tout à l'heure. Alors, tu as été maman assez jeune, à 20 ans. On retrouve cette photo, ça doit te rappeler quelques souvenirs. Ouh là là, une autre vie, carrément.
C'est vraiment une autre vie. Bon, mais voilà, C'était un choix. Tu avais choisi de devenir mère à cet âge? Pas du tout. Je me suis retrouvée enceinte et puis bon. Je me suis retrouvée devant le fait accompli et je me suis dit bon j'avais pas trop le choix et je l'ai gardé. Et tu t'es mariée très très jeune aussi. Je me suis mariée en fait dans la foulée, mais c'était pas ça qui a motivé le mariage. On avait décidé de se marier, je me suis retrouvée enceinte en même temps et puis finalement on a gardé et bon c'est heureusement puisque c'est le seul enfant que j'ai eu. Et c'est vrai aussi que ça a été une période de ta vie, en tout cas la période qui a suivi, qui n'a pas été facile. Qui a été très compliqué, oui, effectivement, jeune maman, mais avec des problèmes de couple déjà, et qui s'est soldé par un divorce, puisque bon, il y avait de la drogue et tout ça, donc c'était mal parti, on va dire. Et tous ceux qui veulent en savoir plus peuvent lire Le Clair et l'Obscur, ton autobiographie. On continue à parler de toi. Alors là, en l'occurrence, tu n'es pas sur la photo, mais c'est avec ta grand-mère. Oui. Ton fils et puis des neveux et nièces. Tout à fait. Mon fils, donc, qui est dans les bras de ma grand-mère et mes autres neveux, en tout cas ceux qui étaient déjà nés, qui sont, voilà. Ma grand-mère qui a été élevée, qui nous a élevés aussi, puisqu'elle vivait avec nous. Maman Cécile, qu'on l'appelait, et ma grand-mère était très présente, elle était aveugle, mais elle voyait tout. Elle entendait tout. Elle savait quand quelqu'un passait, elle avait un flair incroyable. Voilà, elle était très proche de nous et c'est elle qui nous faisait à manger, puisque mes parents travaillaient. Et même en étant aveugle, il fallait juste allumer le feu pour elle, mais elle avait un rituel incroyable. Ouais. Allumer le feu, mettre du sel, à part ça, elle avait déjà tout préparé. Alors, on va découvrir maintenant une partie de tes hobbies, puisque les autres, on va les découvrir dans la troisième partie. À commencer par les défilés de mode. Bon, tu étais très mince, tu es encore très mince, mais ton premier défilé de mode, c'était celui-ci. Tu avais quoi, 18 ans à peu près? Oui, même 17 ans. On était au collège, et peut-être 18 ans. Et avec les filles, donc j'avais les cheveux courts à cette époque et on avait décidé de faire un défilé de mode. Avec tes copines de BTS qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et on avait organisé ça à la MEP, puisque c'est nous avions cette promotion qui avons lancé aussi la MEP, le BTS et tout ça, c'est par rapport à nous, c'est grâce à nous aussi. Et donc voilà, c'était déjà, ça me plaisait déjà de défiler. Et tu es aussi très sportive. Alors, les photos qu'on va voir sont relativement récentes, mais le sport dans ta vie, ça fait déjà quelques temps. C'est l'essentiel. Le sport, c'est en moi. Il me faut... On voit là quelques médailles. Mais le sport, voilà, pour toi, c'est vital. Le sport, c'est vital. Je fais du sport au moins, on va dire, 4-5 fois par semaine. Je varie les plaisirs. Bon, là, c'est des semi-marathons. Je fais des raids aussi, raid du loup-garou. Donc, aujourd'hui, je marche ou je cours, je vais en salle, je nage. J'ai besoin de ça, quoi. Ça me permet de me défouler et de me surpasser, même quand je suis crevée, j'y vais quand même. Et puis une autre passion, ce sont les voyages. Ah, c'est une très grande passion. Et là, je crois que c'est l'un de tes derniers en Croatie. C'est vraiment, mais là, j'y reviens, ça fait à peine 2-3 semaines. J'ai choisi cette photo parce que je reviens tout juste d'un voyage. J'ai fait la Croatie, le Monténégro, Vienne et la Hongrie. Donc, voilà. Donc, ça, c'est on va dire, vraiment un kiff. C'est que j'espère pouvoir faire le tour du monde, même si on me dit que je l'ai déjà fait. Non, je ne l'ai pas fait encore. Et donc, vraiment, cette curiosité, je crois que c'est un des moments où je prends énormément de plaisir à découvrir, à aller à l'encontre des gens. Là, je m'émerveille à chaque fois, quoi. C'est une passion que tu partages aussi avec ton fils, puisque tu étais en Autriche avec lui. C'est ça. Mais j'essaie de le faire. Là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un voyage ensemble, quand même. Puisque, comme je le raconte dans le livre, mon fils est aussi malade. Donc, c'est pas évident. Et là, je lui ai demandé instamment de m'accompagner. Il a finalement... accepté sous la deuxième partie du voyage de venir me rejoindre. Voilà. C'est une maladie qui est liée aussi à ce que tu as vécu toi-même. Non, pas du tout. En fait, il a été diagnostiqué schizophrène. On a vécu des moments très, très compliqués. Il est stabilisé, on va dire plus ou moins, mais bon, c'est pas gagné. Et, ça lui convient pas vraiment, quoi. Ouais. On termine toujours en parlant voyage, parce que l'un des moyens pour toi d'allier tes passions, c'est de faire aussi les festivals. Oui. Et que ça te permet effectivement de voyager en même temps. Tout à fait. En l'occurrence, c'est un festival de jazz à Curaçao. Je ne vais pas chaque année, mais bon, j'essaie d'y aller
d'aller à l'encontre de ce festival qui est vraiment très, très bien organisé. Donc, Puis dans la la musique, Caraïbe. tu adores. Ah oui, la musique, voilà, ça c'est aussi une de mes passions, de vivre vraiment cette musique. Oui, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Paul-Élise Aglaé est une femme de passion et on va le voir aussi à travers ton parcours professionnel, c'est Matinique. Alors, Paul-Élise Aglaé, on l'a vu, tu as fait un BTS à la MEP, qui est un BTS de quoi? De secrétariat? Secrétariat de direction, mais j'ai commencé en fait, et comme dans ma vie tumultueuse, j'ai dû partir vivre au Canada, à Paris, et donc je l'ai passé à distance. Et je suis retournée en Martinique, parce que je ne vivais pas ici, je suis retournée le passer ici, et bon, je l'ai eu comme ça, quoi. Et on va voir une photo qui est presque une photo exclusive, puisque c'est une des rares photos de ton passé de salarié qui n'a pas duré très longtemps, à peine 10 ans. Tout à fait. J'ai pas compté. Non, peut-être pas tout ça. Non, 6 ans en fait. 6 ans avant, j'étais intérimaire. Parce que comme je n'aimais pas la routine et que j'aimais que ça bouge, donc j'étais beaucoup intérimaire, que ce soit à Paris, que ce soit ici, quand je suis retournée en vivant en Martinique. Donc je travaillais pour des boîtes d'intérim. Et là, c'était à mon ancienne... l'employeur où je suis restée le plus longtemps, qui s'appelait BGR Caraïbes. Et voilà. Donc... et je raconte l'histoire dans le livre, puisque comment, je ne sais pas si tu vas me poser la question, comment j'ai basculé. Comment est-ce que tu es devenu, on va te voir à ton bureau, comment est-ce que tu es devenu, en fait, d'employé, tu es devenue la patronne? Oui, c'est ça. Bon, là, je suis à mon bureau, mais c'est vrai que... comment je suis venue, j'étais salariée et comme je raconte dans le livre, ça ne me convenait pas. Hein. J'avais, après toute la période tumultueuse que j'ai vécue, dès lors que j'ai été stabilisée, mon fils aussi, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir continuer ma vie avec des horaires 8h midi, 13h, 17h, c'est un truc à me flinguer. Donc voilà, je suis un peu comme ça, je bouscule tout, même si ça ne plaît pas. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé, j'ai proposé à mon patron de s'associer à moi. Je raconte dans quelles conditions, voilà. Et il a trouvé ça formidable et c'est comme ça que j'ai démissionné. Comme je raconte, on ne négociait pas son départ à l'époque. Donc j'ai démissionné et j'ai monté ma structure sur la Guadeloupe. Donc grâce à mon solde de tout compte que j'avais obtenu, voilà, tout simplement. Et donc, par la suite, tu as utilisé tout de suite, d'ailleurs, le nom BRG également. Alors oui, c'était un accord entre nous. Hein. Forcément, ils étaient ravis que je puisse partir sur la Guadeloupe et je continue mon activité, la même activité, puisque j'ai quitté la Martinique pour aller vivre en Guadeloupe et créer ma propre structure. Mais il faut savoir que BGR était associé à BRG. Donc c'était... Non, enfin, c'était pas normal, mais j'ai pas inventé ça, et c'était de commun accord, quoi. Alors depuis, tu as créé plusieurs entreprises et ta réussite a été très tôt reconnue et à plusieurs reprises. D'ailleurs, on va te voir toujours à ton bureau, mais avec là en l'occurrence quelques récompenses. Oui. À quoi tu attribues cette réussite et cette reconnaissance? Le travail, il n'y a pas de secret. C'est vrai que j'ai donc, comme je raconte, je suis restée 6 ans salariée. Ensuite, j'ai basculé en tant que chef d'entreprise. Et pendant 6 ans en Guadeloupe, comme j'ai tendance à raconter les côtés positifs, mais bon, il y a des écueils, il y a toujours des soucis quand on crée une entreprise, forcément. Donc, j'ai créé ma première structure en Guadeloupe qui s'appelait BRG. Je me mêle tellement les pinceaux parce que j'en ai créé plusieurs. BRG Antilles. Il y a BRG et BGR. BGR, c'était ici. Ouais. Avec mon patron. C'était mon patron qui avait cette structure, mon ancien patron. Moi, j'ai créé BRG Antilles sur la Guadeloupe. Au bout de 6 ans, j'ai obtenu le prix de la première femme d'affaires noire de France. On va voir d'ailleurs la photo, en l'occurrence l'article de France Antilles, c'est ça. dans lequel on évoque ce prix. Donc, première femme d'affaires noire de France, décernée par la Fédération européenne des femmes d'affaires noires en 2005. Et comment est-ce que tu as été repéré par eux? Alors, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de postuler, parce qu'il y avait un certain nombre de critères qui étaient pour obtenir ce prix. C'était le parcours, la personnalité et le nombre d'employés.
Donc effectivement, je suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche, comme on dit. Donc tout le parcours que j'ai fait, c'est grâce à mon travail. Et donc voilà, j'ai obtenu ce prix. Et il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu aussi un moment donné où il y a eu une soirée où les nominés étaient présents. Donc, et il y a eu ensuite, on m'a demandé, j'avais même pas l'intention d'aller à Londres. Je me suis dit, mon Dieu, j'étais en train de créer la structure de Martinique. Je revenais de voyage à Paris et ça faisait beaucoup. Mais on m'a dit, non, il faut que tu sois là à la fin de la semaine. OK, il a fallu reprendre l'avion, etc. Bref. Et suite à ça, j'ai eu d'autres reconnaissances toujours en Guadeloupe. Enfin, pas toujours, en Guadeloupe. À Bémao, par exemple, à Bémao, on va voir cette plusieurs, distinction qui t'a été décernée par la ville de Bémao. Oui, c'est ça. Donc, pour mon dynamisme, l'excellence de mon travail en qualité de chef d'entreprise, j'ai eu la même médaille de la ville. J'ai été marraine de Jarry en fête à Bémao aussi. Et tout ça, tu n'as pas été surprise. Pour toi, c'était... Non, je suis du genre ne pas... Non, je prends les choses avec beaucoup de philosophie et beaucoup en plus. Enfin, j'étais surprise. Forcément, quand on m'a remis ça, ce jour-là, j'étais crevée. J'étais avec Jacob de Varieux, justement, dans un concert avec des femmes. Il y avait Tania Saint-Val, Orlane, etc. Et c'était le jour de mon anniversaire, en plus. Et j'étais là avec Jacob dans le public. Je disais, oh là là, je sais pas, j'étais pas très en forme. Et puis, j'entends parler, j'entends mon nom. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est là qu'on m'appelle, pour ne pas dire, c'était Richalus, qui était le maire à l'époque, qui m'appelle pour m'appeler, pour me décerner ce prix, un bouquet de fleurs, m'a remise Tania. Et donc, il y a eu plusieurs reconnaissances à partir de ça, des articles de journaux. Par exemple, EWAG, ici, qui voilà, ça c'est récent. Bon, ça c'est en Guadeloupe. Voilà. Ça c'est récemment, c'est cette année. Elles font en Guadeloupe. Mars, avril, je ne sais plus. Et donc, j'étais sous les 3 magazines, Guadeloupe, Martinique, Guyane, puisque je travaille sur les 3 départements, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et là, c'est en Guadeloupe. Et on va voir d'ailleurs l'article que tu as consacré EWAG à toi et puis à ton entreprise. Et puis, il y a eu différents articles aussi. Oui. Il y a eu une interview de Sonia Jean-Baptiste Edouard sur Antilla qu'on va voir juste après, David. Alors oui, ça c'est celui-là, ça c'est vieux, ça c'est tout début, c'est quand j'ai eu mon prix quelques temps après, donc on va dire les femmes qui assurent en Guadeloupe. Il y a eu plusieurs articles quand même. Il y a eu avec Réola, j'ai dû avoir 3 fois où j'ai été mise à l'honneur. Donc ça c'était en 2014, ça. Ouais. Et tu as une activité, alors on va voir d'autres je parlais de l'article d'Antilla, voilà celui-ci de 2020, pendant la période de Covid, rencontre avec une chef d'entreprise reconnue, interview réalisée par Sonia Jean-Baptiste Edouard. Cette reconnaissance, elle est sur les 3 territoires, mais on va le voir tout à l'heure, tu es aussi particulièrement apprécié en Afrique. Oui. Tu as des sociétés... Je fais des choses aussi sur ces domaines. Oui, dans le domaine du recouvrement et de la gestion des risques pour les entreprises. Ce n'est pas forcément des domaines qui attirent l'attention. Oui. Il y a forcément derrière, je veux dire, un savoir-faire, une organisation, une rigueur. Ça, c'est essentiel. Rigueur, professionnalisme, surtout quand on manipule de l'argent. Forcément, il faut être très, très structuré, très organisé. Donc, on a été... Donc, il y a eu BRG Antilles, j'ai créé BRG Martinique, BRG Guyane. Après, quand j'ai vendu la Guadeloupe, au bout de 20 ans, j'ai vendu la Guadeloupe il y a 8 ans. Donc, j'avais décidé de me recentrer sur Martinique et Guyane. Donc, j'ai fait fusionner les deux. Ça s'appelait BRG Créancial. Et puis, dernièrement, j'ai appelé ça, ma structure s'appelle Aglaé Recouvrement, pour plusieurs raisons. C'est mon personnel qui me l'a demandé parce que, malheureusement, quand on vend une structure, on ne sait pas comment ça se passe. Et effectivement, ça ne s'est pas très bien passé. Tout s'appelle la personne qui a repris. Et pour une entreprise qui a eu une très belle renommée, donc c'était mieux que je change mon nom et au moins qu'on m'identifie à ma structure. En tout cas, les professionnels me connaissent, que ce soit les banques qui nous ont toujours fait confiance ou les structures. Nous, on ne fait que du B2B. On ne travaille pas pour des particuliers. Donc, c'est que des structures, des entreprises,
dans plusieurs domaines différents, quoi. Quels sont on a déjà parlé effectivement de ce leadership que tu as réussi à créer, mais qu'est-ce qui fait véritablement le succès de tes affaires? Ah ben, de toute façon, comme je dis, je parle d'abord de rigueur. Rigueur, pourquoi? Parce que il faut savoir bien distinguer le côté financier qui est important. Donc, mon domaine, on n'a pas de stock. Notre stock, c'est l'argent. Donc, il faut savoir bien faire la part des choses entre l'argent qui nous appartient et ce qui appartient à nos clients. Aussi, le personnel, parce que le personnel ne vous accompagne pas si vous n'avez pas une certaine empathie, une certaine... voilà, enfin, vraiment... je ne vais pas dire des gentil. Qualités de manager. Des qualités de manager que j'ai appris sur le tas et que, bon, je pense que même si on apprend sur le tas, ce qui est important, c'est d'être proche des gens, de les comprendre, parce que et si vous voulez avoir l'adhésion du personnel, c'est d'avoir une certaine souplesse, avoir une main de fer dans un gant de velours, comme on dit. Ouais. Et bon, jusqu'à maintenant, hein, comme je dis, parce qu'on pense souvent que je suis à la retraite, comme je dis, non, je ne suis pas du tout à la retraite. Donc, j'ai tout centralisé sur la Martinique et j'ai 8 salariés. J'ai encore du monde sur Guadeloupe et Guyane, puisque même quand j'ai vendu, bon, j'ai repris mes activités quand même sur Martinique et Guyane. Tu as aussi, je suppose, des activités d'investisseuse. Oui. Là, c'est, on va dire, c'est le haut de l'iceberg, puisque j'ai des sociétés d'investissement, Aglaé Invest, j'ai des sociétés, je fais des SCI, des SCPI, des OPCI, c'est très, très diversifié. Donc une vraie femme d'affaires. Oui, ça c'est... internationale. Je l'ai vraiment avec toute ta modestie, je fais les choses parce que, bon, j'aime ça, je suis curieuse, j'aime bien aller fouiller. Et puis, j'ai pas peur du risque aussi. Mais bon, le risque est toujours mesuré. Mais c'est important de se diversifier, en fait. Quand on est dans les affaires, il faut se diversifier, ne jamais mettre les œufs dans le même panier. Et puis, avoir plusieurs activités, mais tout en étant structuré dans ce qu'on fait. Ouais. Donc, et puis, bon, la valeur sûre, c'est l'immobilier. Hein, donc, il faut avoir des investissements immobiliers pour assurer sa retraite. On parle beaucoup de retraite, mais bon, le chef d'entreprise, on ne pourra pas me donner mes rémunérations auxquelles je dois quand je serai salarié. Donc, je le fais moi-même. Je prépare moi-même ma retraite aussi. Donc tout ça, c'est une organisation, quoi. Et les reconnaissances n'arrêtent pas, hein, puisqu'en 2025, tu as eu cette reconnaissance aussi en Guadeloupe, Femme d'ici et cinéma. Oui. On voit entre autres Maraki, Marie-Joseph. Oui, Maraki avait été mise à l'honneur dans le cinéma, Carole Venitolo dans la chanson et moi dans l'écriture. Donc ici avec... Christelle Gallou, la directrice du Cinestar en Guadeloupe. Tu as aujourd'hui quasiment d'un côté une vie de chef d'entreprise et de l'autre une vie de, allez, on va dire de star. Bon, j'aime bien ça, il ne faut pas se mentir. J'aime bien le côté festif et en même temps, c'est cette dualité qui me caractérise. Hein. J'aime le côté festif et en même temps, j'aime ce côté rigoureux, ce côté très cartésien aussi. Oui. Et aussi cette reconnaissance, parce que tout ça, c'est du travail, en fait. C'est du travail, hein, c'est du travail. Comme je dis, tous les jours, je me lève, j'ai déjà un nombre impressionnant de choses à faire et j'arrive, heureusement, en fait, j'ai cette capacité à faire plusieurs choses en même temps. Ouais. Et il y a des choses que jusqu'à maintenant, je fais dans mes structures parce que si je leur donnais à faire, même s'ils savent faire plein de choses, on me prendrait 2 semaines, ce que je fais en 2 jours, quoi. Ouais. Donc, j'ai cette capacité, quand je fais, à vraiment être sur plusieurs fronts en même temps. Ça, et malgré ton emploi du temps extrêmement chargé, trop. tu as aussi la volonté de transmettre, comme à ces écoliers. Je pense que c'était des pendant collégiens, le Covid, voilà, dans le cadre de l'association 5000 entrepreneurs. Voilà, l'association des 100 000 en fait, de ton Tout à histoire. fait. Donc, j'étais un peu plus présente avant. J'essayais d'aller intervenir dans les écoles. Effectivement, parce que, comme je leur ai dit, moi, aller dans une école de 30 élèves, je préfère voir une vraie école, quoi. J'ai pas trop
déjà que mon emploi du temps est chargé. Si on me demande d'intervenir pour une école, je veux bien, mais pour une classe, j'ai pas le temps. Il faut que faut que ce soit percutant, il faut pouvoir cibler, il faut en tout cas motiver les jeunes et donc leur donner une impulsion pour qu'ils aient envie d'aller plus loin et qu'ils se découvrent. Donc s'il y en a, voilà, je sais pas combien qui se révèlent à ce moment-là, tant mieux. Mais voilà, mais c'est très important ce travail-là. Et avant de parler de tes autres engagements, on va revenir sur ce livre, Le clair et l'obscur, paru l'année dernière aux éditions K-Éditions. Le clair et l'obscur, itinéraire de la première femme noire de France. Tu as eu besoin à un moment, alors je sais que tu prenais des notes sur des agendas. Et puis mes agendas, c'est grâce à ça. Hein, et tu as eu besoin à un moment de raconter ton histoire, alors qui n'est pas simple, on va laisser tous ceux qui souhaitent en savoir plus lire le livre, oui. Mais ça a été à un moment donné une forme d'exutoire, de témoignage et d'exutoire. Oui, absolument, parce que j'ai tendance en fait à... Justement, on voit toujours les bons côtés des choses, la femme qui a réussi, etc. Et en fait, j'ai tendance à enfouir et ne pas raconter, bon, sauf ceux qui étaient présents, mais à savoir vraiment les choses qui me sont arrivées. Donc forcément, il y a eu des réussites, mais il y a eu des épreuves. Et il fallait... C'était évident pour moi qu'il fallait que je raconte tout ça pour pouvoir extérioriser aussi tout ce que j'avais pu vivre et que j'ai dû enfouir parce que j'ai eu trop d'activités et de choses à gérer. Et je me suis dit, je ne vais surtout pas, c'est pas de m'épancher, mais j'ai pas le temps, quoi. Il y a eu des choses qui m'ont vraiment révoltée et je me suis dit, aller partir en croisade contre la violence faite aux femmes, par exemple, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir du temps. Et je n'en avais pas. Donc, bon, à ma façon, j'ai pu l'exprimer, en tout cas, dans cet ouvrage. Et c'est une des choses qui a été très, très difficile à raconter. Oui, parce qu'on voit le côté réussite, le côté clinquant, on va dire, les prix, etc. Mais effectivement, tu as traversé, pendant une grande période de ta vie, tu as traversé des moments très, très compliqués. Oui, très compliqués. Bon, comme je dis, même quand je fais des choses, hein, je suis quelqu'un, je retiens que le positif. J'aime bien retenir le positif et ne pas m'épancher sur les côtés sombres. Mais bon, ils sont présents et il faut bien, à un moment donné, les exprimer et que ça sorte, quoi. Et tu as eu effectivement, avec certains hommes que tu as connus, tu as eu des moments très, très difficiles, d'où cette mobilisation dans le cadre des violences faites aux femmes. Ça t'a aussi aidé, est-ce que cette autobiographie t'a aussi aidé à faire la paix avec toi-même? Parce que quelque part, on peut s'en vouloir de mauvais choix, par exemple. Heureusement, j'ai pas à ce niveau-là parce que j'ai été suivie par un psychologue. Hein, même le tribunal a demandé que j'ai un psychologue pas qui me suive, moi je l'ai fait, le suivi, je l'ai fait moi-même, mais en tout cas qui puisse faire ressortir l'agressivité et puis vraiment les soins dont j'avais besoin. Donc, vraiment, et comme je dis, les soins, c'est surtout moi. Mais voilà, et puis les séances de psy, ça aide aussi à savoir qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on aurait dû faire et qu'est-ce qu'il faut faire pas pour que ça ne se reproduise pas, mais pour être en paix avec soi-même, en paix avec les autres. Voilà, ça permet de faire vraiment un balayage de sa vie d'une manière générale. En tout cas, ça m'a aidé. Ce qui est assez remarquable, c'est que tu n'as pas de difficulté à en parler, alors sans forcément toujours rentrer dans les détails, mais voilà, tu racontes en fait ce que tu as vécu aussi quelque part pour que ça ait valeur d'exemple et que ça serve à d'autres. Oui, parce que bon, la violence faite aux femmes, malheureusement, c'est notre quotidien. C'est le quotidien. Et moi, quand on a intenté à ma vie, j'ai failli mourir, on m'a tiré dessus avec une arme à feu. Donc, forcément, moi, quand il y a eu une certaine injustice parce qu'on n'a pas reconnu, il y a des choses qui ont été présentes et, comme je raconte, hein, j'ai vu ma mort avant même, j'ai vu comment j'allais mourir. Donc, tout ça était enfoui en dessous c'était des liens et des choses comme ça. Donc, j'ai vu comment on avait l'intention de me tuer avant. Et si bien que... Et ça, au tribunal, au procès, bon, on n'en a pas parlé. Et donc, j'avais besoin d'exprimer ça aussi pour dire, et je ne l'avais jamais dit, sauf à mon avocat. Donc, j'ai voulu le dire sans pour autant... Le livre, je n'ai pas voulu qu'il soit centré sur ça, parce qu'il ne me définit pas. En revanche, ça fait partie de moi et
il fallait que je l'exprime en tout cas. Et on va voir que ce livre a généré d'autres choses, et puis que tu as aussi beaucoup d'autres engagements, c'est la rubrique politique. Alors Paul-Élise Aglaé, on n'en a pas encore parlé, mais tu as un lien très fort avec l'Afrique, oui. Au point que parmi tes activités aujourd'hui professionnelles ou autres, oui. Tu as effectivement aussi investi en Afrique, tu fais travailler des entreprises africaines, et il y a eu ce livre, donc le même livre, Le Clair et l'Obscur, que tu as fait enregistrer en livre audio, oui, par une société du Togo qui s'appelle FC Audio Edit. Alors les livres audio aujourd'hui, c'est très à la mode, mais le choix de l'avoir fait produire au Togo, ça vient alors de quoi? Pourquoi? Parce que justement, on nous a un peu cantonnés à la France. Or, l'Afrique, c'est le monde, hein, il faut le dire. L'Afrique, c'est le monde. C'est des millions de gens. Chaque pays, c'est des millions et des millions de gens. Nous, on est petits, on est à 350 000 habitants, Martinique, Guadeloupe, etc. Et l'Afrique, c'est des Afriques. C'est 50 pays, 54 pays. Donc, il était très important pour moi. Et puis, c'est devenu tout naturellement. Hein. Quand je suis partie il y a 2 ans avec 25 livres au Togo, je me suis dit, mais jamais... Moi, j'avais envie de faire connaître mon histoire. Et heureusement, comme j'ai des contacts là-bas, la première chose que je leur ai dit, mais c'est pas possible, j'ai 25 livres, qu'est-ce que je fais? Non seulement ça pèse, mais c'est ingérable, quoi. C'est vite fait, 20 livres, c'est rien. Et donc, spontanément, mon contact m'a dit, mais Paul-Élise, ben non, je suis en plus liseur, je vais te présenter une maison d'édition. Enfin bref, chaque fois, j'ai toujours des choses comme ça qui viennent à moi. Et ça s'est fait vraiment tout naturellement. Donc, j'ai pu conclure avec eux quand j'étais là l'an dernier. Et c'est comme ça que le livre audio existe. Et, il t'a même permis d'aller à Cannes. Oui. Alors, c'est pas le livre audio, c'est le livre, voilà. On m'a invité effectivement à Cannes l'an dernier à présenter le livre à des cinéastes, producteurs, réalisateurs, et c'est un très bel événement, et franchement, c'était une belle expérience. Ça t'a permis d'ailleurs de monter les marches? Ça m'a permis de monter les marches, absolument, oui. On le voit sur la photo, sur la photo suivante. J'ai fait 2 ou 3 fois, je ne sais plus, j'ai monté les marches pendant le séjour, et une très belle expérience aussi. Ça veut dire qu'il y a un film en préparation, peut-être? Il ne faut jamais parler de ces projets trop. Il faut attendre que les choses arrivent. Mais c'est vrai que c'était un moment à marquer d'une pierre blanche. Quoi. Alors on en revient à ce livre audio qui aujourd'hui est un succès en Afrique. Tu as eu l'occasion de le présenter au Togo où il a été édité. Tu l'as présenté, on va le voir à l'Institut français du Togo. Oui. Comment est-ce qu'il a été reçu en Afrique, ce livre audio? Alors déjà, donc la maison d'édition togolaise FC Audio Edit, c'est-à-dire qu'ils ont profité, parce que je partais pour la musique, et quand ils ont su que je venais, ils m'ont dit « Ah non, il faut venir présenter le livre, absolument, parce que je faisais Togo et Bénin, et donc ils ont saisi la balle au bon, on a dû organiser ça, effectivement, et donc j'ai profité, en fait, pour présenter le livre, et aussi la musique, la chanson, pendant mon séjour, donc ça s'est très bien passé, vraiment, ça a été le côté ludique et en même temps très festif, donc voilà, ça s'est très bien passé. Tu es passé bien sûr aussi, parce que tu es une star à la télévision au Togo et au Bénin. On va voir juste quelques images ici. Tu peux envoyer, David, effectivement cette émission à la télévision togolaise, télévision nationale togolaise, une émission qui s'appelle La Pause. Oui, ça fait la 3e année qu'ils me reçoivent. Chaque année, on me reçoit au Togo. Là, c'est l'an dernier, à La Pause, l'émission La Pause, qui est une émission, c'est une quotidienne. Et effectivement, j'ai présenté le livre, il n'y a pas encore la musique. J'ai présenté le livre, voilà, très très bien reçu. Ils ont fait un super reportage, ils m'ont étonné parce qu'ils ont trouvé des images. Je ne m'y attendais pas du tout. Ils sont très doués. Alors, tu es une star au Togo, tu es une star aussi au Bénin.
Là, en l'occurrence, tu es allé présenter justement le livre audio au Bénin. On voit que tous ceux qui sont sur la photo ont le livre Alors, audio. c'était la première, parce que personne avant moi n'a présenté de livre audio à la DAC, donc l'agence de développement des arts et de la culture du Bénin. Et donc, c'est cette agence culturelle qui regroupe toutes les activités culturelles, effectivement, qui se passent. Donc, je suis avec le directeur et des personnes qui s'étaient déplacées et la maison d'édition togolaise. Voilà. Alors, comment est-ce qu'au Bénin, le livre audio a été reçu? Très bien, très bien. Franchement, c'était vraiment un bon moment. Les gens m'ont beaucoup apprécié. Et, voilà, maintenant, ça fait sa vie. Hein. Comme je dis, aujourd'hui, je ne fais pas des choses pour le côté financier. Je le fais vraiment pour le plaisir, pour les accompagner aussi. Que ce soit la maison d'édition ou d'autres. Donc, le but, c'est le partage. Bien entendu, je suis passé aussi à la télé béninoise. Oui. Comme on va le voir sur cette photo consacrée en l'occurrence. Alors là, c'était aussi le livre audio. Hein, là, vraiment, c'était pour me présenter, moi. Et donc, ils ont su, parce que on va en parler. Je suis venue au Bénin, ça date de cette année, hein, c'était en mars dernier, pour tourner le clip. Oui. Et c'est là qu'ils m'ont appelé pour me dire, la DAC a fait part de ça à la télé, pour me dire, il faut que vous veniez demain matin à la matinale. Bonjour OK, Bénin. D'accord. Donc, il a fallu très vite leur faire un extrait, de faire un clip provisoire, on va dire, et aller leur envoyer ça, et leur envoyer pour que ça puisse passer à l'émission. Très, très belle émission aussi. Voilà. Alors, avant de parler de ce clip, Je kiffe my life, on va parler aussi de tes relations avec le Togo, parce que le Togo, c'est un peu allez, on va dire ton troisième pays après la Guadeloupe et la Martinique. Oui, sûrement, je sais pas. Par exemple, tu as cette passion des défilés de mode. Alors, c'est pas forcément au Togo, là, mais en l'occurrence, tu as cette passion des défilés de mode, mais tu vas aussi soutenir les copines. De la mode au Togo, comme on va le voir sur la photo. Alors voilà, c'est vraiment usuel, on va dire. C'est vraiment... là, c'est avec mon ami Aiden, qui est connu, qui effectivement est dans la mode. Et là, sa propre marque, d'ailleurs, c'est ça, le vêtement de glam ethnique que je porte. Et effectivement, elle présente chaque année, elle présente le FIMO, donc qui est le Festival international de la mode. Et la première année, elle m'avait demandé d'accompagner. Puis chaque année, on se retrouve là. C'est toujours un grand moment. Donc, tu as déjà défilé pour elle? Oui. Là, sur l'autre photo, avec... Oui, j'ai défilé pour elle. J'étais en guest sur la Guadeloupe il y a peut-être 3 ans. Ouais, 3 ans que je l'ai fait. Et donc le FIMO, vraiment, c'est un moment extraordinaire. Donc, finalement, on a pris cette habitude. J'ai pris cette habitude et on se rejoint. Bon, là, elle sera en Guadeloupe dimanche, donc on est ensemble dimanche. Mais au FIMO, on y va chaque année. Ouais. Donc, chaque année, pendant 4 jours, donc des festivals, des défilés de mode, des très beaux défilés, vraiment, parce que les Africains sont très, très doués sur la mode. Et c'est toujours un grand moment. Bon, je suis chez moi, là, mais je connais les organisateurs, toutes les personnes, vraiment, on est très, très bien reçus. Et tu es chez toi aussi au Togo, puisque tu as un terrain au Togo, enfin, tu as en tout cas des affaires au Togo, un terrain au Togo, et tu fais même de l'agriculture au Togo. Tout à fait. Tout à fait. Justement, ils m'ont appelé hier. Donc, on a effectivement, j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice sur l'Afrique. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire là-bas. Ce lien-là me parle. Et déjà, la première fois que je suis allée au Bénin, j'ai pleuré comme pas possible. Je me suis dit, mais c'est terrible. Je sais pas tu as ressenti quelque chose? Ah oui, j'ai ressenti. J'ai pleuré dans ma chambre d'hôtel. Je ne comprenais pas pourquoi je pleurais. Alors, c'est peut-être bateau, mais en tout cas, c'était le cas. Et au moment de partir, ça a été très compliqué à l'aéroport. Et c'est vrai que donc, j'ai suivi des séminaires un peu à Paris, aussi ici, avec la CCI, pour savoir comment je pourrais faire cette approche avec l'Afrique. Et l'Afrique de l'Ouest particulièrement. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, on m'a présenté à un tel, et un tel m'a dit, attends, je présente à quelqu'un, et c'est comme ça que, on a commencé à faire des choses. Donc, d'abord du maïs, du soja, et on s'adapte, en fait. On adapte la culture en fonction... en ce moment, le maïs se vend pas très
très bien. Donc, j'ai voulu planter des fouilles à pain, des bananes. Enfin, il y a des choses comme ça. Ça a marché. Donc, mais on est dessus parce que voilà, c'est une nouvelle récolte et puis on s'adapte. Et donc, tu as des affaires aussi en Afrique. Donc, c'est un lien économique que tu vas développer. Tout forcément. à fait. Donc, mon contact m'a appelé hier, justement. Et donc, on va mettre des choses en place, puisque ça fait quoi, 2 ans, 3 ans. Donc, on s'adapte. Mais comme je dis, je fais ça, c'est pas pour le côté financier. Donc, c'est vraiment pour le plaisir, pour les accompagner, pour ce besoin de faire des choses, voilà. Et on voit le sourire avec lequel tu parles de ta vie, parce qu'il y a eu des moments difficiles, mais il y a eu aussi des moments que tu apprécies particulièrement. D'où ce titre, Je kiffe my life, Paola Lisa. C'est ça. Traduction hispanique, on va dire, de Paul Élise. On m'a proposé, alors j'ai accepté, voilà. Parce que bon, j'ai plusieurs surnoms, on m'appelle Polo, on m'appelle Paula, on m'appelle Paola, enfin bon, j'ai plusieurs surnoms, ça dépend du lieu où je suis. Et bon, on me dit Polo, ça fait trop masculin, Paula, ceci, enfin tout le monde a son mot à dire. Et puis on m'a proposé Paola Lisa, j'ai dit bon, pourquoi pas. Alors le livre, on a compris pourquoi tu as voulu l'écrire, tu as voulu effectivement témoigner, et puis aussi quelque part évacuer, enfin, toute une série de choses lourdes que tu portais en toi. Mais la musique, c'est vraiment pour te faire plaisir. Ah oui, pour me faire plaisir. Et puis, comme je dis, pour ne pas avoir de regrets. C'est certainement pas aujourd'hui que je vais faire une carrière dans la musique. Non seulement ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas le temps. Mais tu le dis d'ailleurs, tu n'es ni écrivaine, moi, je suis plutôt chef d'entreprise. Franchement, j'ai ça en moi. Alors, j'aurais commencé la musique quand j'étais plus jeune. J'aurais été chanteuse parce que c'est ce que je voulais faire. Bon, la vie m'a dirigée vers l'entrepreneuriat et j'en suis ravie parce que, justement, quand j'ai vu comment mes amis, je ne veux pas dire qu'ils mouraient de faim, mais c'était compliqué. Je me suis dit, je pense qu'il vaut mieux que je sois chef d'entreprise. Donc, j'ai fait ce choix et franchement, ça me représente vraiment aussi. Je suis très à l'aise avec ça, sur le fait de jouer, de jouer avec les parts sociales, de faire des montages ou de faire des choses comme ça. Oui, ça. Alors, tu l'as présenté, tu n'as pas encore présenté ici, tu es en train de le présenter ici, mais tu l'as présenté au Togo. Oui. Comment est-ce que le Togo, il a d'ailleurs, tu as tourné Togo, en partie. Voilà, c'est ça, parce que je suis partie au mois de mars, c'était. Je ne vais pas dire que c'est d'abord pour ça, parce que je profite pour faire plusieurs choses en même temps. Donc, quand je suis partie d'abord au Bénin pour pouvoir monter le clip. Donc, j'avais demandé des autorisations, tout ça, etc., tout un tas de démarches en amont. Et effectivement, donc j'ai pu... là, j'étais à l'émission La Pause, au Togo. J'ai fait Bénin et Togo. Et c'est justement des danseuses du Togo qui sont venues me rejoindre au Bénin. Eh bien, on va les regarder. On va regarder le clip. Je crois qu'il n'a pas été beaucoup diffusé encore en Martinique. Il n'a pas du tout été Voilà, c'est une exclusivité. On regarde « Je kiffe my life ». Voilà. Choisi vivre la vie comme si c'était dernier jour. Monter côté Madinina, fait un rond à Guadada. Moi choisi vivre la vie comme si pas gagné d'aime. Monter côté Lomé, virer côté Babiki. De ce côté moi passé ini la joie. De côté moi passé ini tendresse. De côté moi passé ini l'amour. Et j'en voulais pas moi aimer la vie. On choisit vivre la vie qu'on s'y pas tenu. Problème monter côté Accra, fait en rond à côté de nous. Moi choisis vivre la vie qu'on s'y pas tenu. D'aime monter côté Lomé, virer côté Babiki douce. Affidek pek kemloea, le lonely. Affidek pek kemloea, enjoy it. No can change malon adieu. Affidek pek kemloea, le lonely. Affidek pek kemloea, le lonely. Affidek pek kemloea, enjoy it. No can change malon adieu. Affidek pek kemloea, le lonely.
Alors, je kiffe My Life, donc le titre de Paul-Élie Aglaé, Paola Lisa, C'est ça. réalisé par Éric Michaud. C'est ça. C'est ça. Et on le voit, hein, tu as tourné une partie des images au Bénin. Tout à fait. À Ouida, à la porte du non-retour. Et c'est un clip. Et aussi sur la place de l'Amazone. C'est un clip quadrilingue parce que tu chantes anglais, français, créole et Mina, Mina, qui est un. qui est un dialecte de l'Afrique de l'Ouest, Ouais. qui parlait beaucoup au Bénin et au Togo. Donc là, le livre, c'était un témoignage de ta vie à travers tout, le clair et l'obscur, on l'a dit. Là, en l'occurrence, c'est vraiment quelque part une forme de reconnaissance et de gratitude. Une gratitude vraiment de la vie, hein, même s'il y a des hauts, des bas, mais je suis énormément reconnaissante à Dieu pour ce que j'ai, tout ce que j'ai pu faire. Il me donne l'énergie, il me permet de faire, d'aller au-delà, même quand c'est pas simple. Hein. Donc voilà. Alors, Très, très on reconnaissante. précise que les paroles sont de toi et la musique est de Frédéric Caracas. Tout à fait, oui. C'est moi qui ai composé le morceau, puisque c'est lui qui devait le faire, mais comme il ne trouvait jamais le temps, ça s'est fait vraiment, vraiment en arrivant au studio. Hein. On te voit au pilotage d'un avion, tu pilotes vraiment? Non. J'ai fait Tu as fait une un genre. simulation. Non, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas très, comme on dit chez nous, fou, mais... Paul-Élie Aglaé, félicitations vraiment pour ce parcours qui n'est pas fini, loin de là. Hein, tu as encore plein de projets. Pas de choses à nous dévoiler. Non, Après non. le livre, la C'est musique. quand tout est terminé qu'il faut en parler. Oui. C'est mieux. Il ne faut jamais parler d'un projet tant qu'il n'est pas abouti. Bon, en tout Fini cas, je sais même. que tu vas bientôt voyager dans des pays pas très éloignés, hein, Oui. l'Amérique latine, en l'occurrence. Oui. Avant ça, la Guadeloupe, et puis bientôt, on va sûrement te voir faire quelques prestations de Je kiffe my life, On verra bien. à la Il faut demande. trouver le temps. Merci beaucoup, Paul-Élie Aglaé, en Merci tout cas, beaucoup, d'avoir Azitata. partagé ce parcours Merci, avec nous. Jean-Marc. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur Zitata. Bonne soirée, bonne journée.